Dans un précédent numéro du Dessous des cartes, nous avons révisé nos fondamentaux sur la Russie, en regardant le dedans de ce pays, c'est-à-dire la géographie et l'état de l'économie. Aujourd'hui, nous allons regarder le dehors, c'est-à-dire comment la Russie perçoit son voisinage proche et lointain, comment elle conçoit sa sécurité nationale, donc sa politique étrangère. Voici la Russie. C'est le plus grand pays du monde, avec 17 millions de kilomètres carrés, et elle ouvre sur plusieurs façades maritimes et compte 14 voisins. La politique étrangère du pays se définit en fonction de cette géographie, bien sûr, mais aussi d'une histoire dont la résultante est paradoxale, puisque la Russie se veut tout à la fois héritière de la chrétienté orthodoxe, du patrimoine des tsars, mais aussi de celui de l'Union soviétique. Alors, depuis Moscou, comment voit-on les choses? Tournons-nous successivement vers les 4 points cardinaux. D'abord, sur le flanc ouest, les choses ont beaucoup changé. On voit sur la carte les États qui étaient autrefois satellites ou partie intégrante de l'URSS. Et dès la fin de l'Union soviétique, ces États ont souhaité rejoindre une autre union, mais cette fois volontairement. Et de fait, en 2004, les pays de l'Europe centrale et orientale, ainsi qu'au nord les pays baltes, intègrent l'Union européenne. Et puis en 2007, c'est le tour de la Roumanie et de la Bulgarie. La carte, à cette échelle géographique et à cette échelle de temps, nous permet de bien mesurer qu'en fait, tous les anciens États satellites de l'URSS ont ainsi fait mouvement pour rejoindre le modèle géopolitique ouest-européen. Eh bien, pour la Russie, il y a là une nette perte d'influence. Cet ensemble géopolitique qu'est l'Union européenne est tout à la fois vu comme un rival géopolitique, mais en même temps comme un partenaire commercial et même culturel, puisque les élites russes rêvent toujours d'Europe. Eh bien, pour résoudre provisoirement cette contradiction, le pouvoir russe fait de sa richesse énergétique un outil de puissance, voire de chantage vis-à-vis de l'Union européenne. Alors pourquoi? Eh bien parce que la Russie détient 27% des réserves mondiales de gaz. Elle est aussi le premier producteur au monde, et elle fournit 40% des besoins en gaz de l'Union européenne. Et quand on regarde la carte des réseaux de gazoducs partant de Russie pour aboutir dans les États de l'Union, en passant par l'Ukraine et la Biélorussie, on mesure bien les interdépendances. La Slovaquie et la Bulgarie dépendent à 100% de la Russie pour leur approvisionnement en gaz, et la Russie dépend de l'Union, puisque les recettes provenant du gaz et du pétrole constituent 40% du budget de l'État russe. Regardons maintenant l'Ukraine. 80% des exportations de gaz russe vers l'Union européenne transitent par ce pays, qui est lui aussi très dépendant du gaz russe. Gazprom, la grande compagnie nationale russe, a d'ailleurs fermé le robinet du gaz à plusieurs reprises, notamment en janvier 2009, pour contraindre l'Ukraine à payer ses arriérés et à aligner son prix d'achat sur celui pratiqué par les États de l'Union. Et ces coupures ont suscité de vives inquiétudes chez les États européens. Sauf qu'en exerçant ce type de pression, le pouvoir russe obtient le résultat inverse de ce qu'il avait escompté. Il génère des stratégies de diversification de l'approvisionnement, ou bien un contournement du sol russe, comme le projet Nabucco au sud, en cours de construction. Analysons maintenant les perceptions de sécurité, en prenant tout d'abord une carte montrant les États membres de l'OTAN en 1989, en les positionnant face à l'URSS. Regardons maintenant la même carte de l'OTAN 20 ans plus tard, en 2009. On observe que l'URSS a disparu et que non seulement les anciens pays satellites ou membres de l'URSS ont rejoint l'Union européenne, mais ils ont aussi rejoint l'OTAN. Et maintenant, c'est l'Ukraine et la Géorgie qui sont candidates pour rejoindre justement cette alliance atlantique. Eh bien, la Russie se perçoit donc, là encore, comme une forteresse dont l'Occident veut poursuivre l'affaiblissement. Alors, ce n'est pas une simple interprétation. Le livre blanc de la nouvelle doctrine militaire russe, signé en février 2010 par le président Medvedev, place l'OTAN en tête des menaces extérieures que rencontre la Russie, et ce au même titre que la prolifération nucléaire ou le terrorisme. D'ailleurs, c'est bien autour d'une lutte d'influence entre Russie et OTAN que s'est jouée la guerre rapide d'août 2008 en Géorgie.
Donc allons maintenant vers le sud de la Russie, c'est-à-dire dans le Caucase. En avril 2008 se tient à Bucarest le sommet de l'OTAN qui affirme, je cite, « Nous avons décidé que l'Ukraine et la Géorgie avaient vocation à rejoindre l'Alliance Atlantique. » Fin de citation. Or justement, 4 mois plus tard, une guerre très brève éclate entre la Géorgie et la Russie. Et cette guerre, on l'interprète forcément comme une réponse russe à cette déclaration, ou plus exactement, comme une réponse au souhait du président géorgien qui veut obtenir une plus large garantie de sécurité par les puissances occidentales, et ce, juste à la frontière de la Russie. Donc, en réponse à cette guerre voulue par le président géorgien, la Russie a pu montrer qu'elle pouvait lancer son armée contre un État souverain, en redessiner les frontières unilatéralement, afficher une victoire militaire rapide contre un pays petit, mais tout de même armé et entraîné par les États-Unis, et tout cela sans encourir de sanctions notables de la part des pays de l'OTAN. Eh bien, il y a là une réponse des Russes aux Occidentaux pour faire oublier l'impuissance qui a été celle de Moscou face à ces élargissements successifs de l'OTAN, mais il y a là aussi plusieurs messages, notamment une façon d'indiquer à l'Ukraine sa faible marge de manœuvre en cas d'adhésion future à l'OTAN. Le double attentat dans le métro de Moscou de mars 2010, revendiqué par le chef de la guérilla tchétchène, plus les attentats qui ont eu lieu au Daghestan et en Ingouchie, montrent bien que les mouvements sécessionnistes dans le Caucase, qu'ils soient islamistes ou non, n'ont visiblement pas été éradiqués par la politique du tout répressif appliquée par la Russie. Maintenant, allons voir la situation à l'Est. Avec la Chine, la Russie entretient une relation de dépendance commerciale et de plus en plus une relation de proximité stratégique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le règlement du contentieux frontalier avec la Chine sur le tracé du fleuve Amour a permis la démarcation de toute la frontière russo-chinoise. Et en échange, la Russie a cédé quelques îlots situés sur le fleuve, ce qui a permis d'établir des relations moins tendues entre les deux pays, faisant même apparaître des convergences d'intérêts, à savoir. Il y a les accords commerciaux d'octobre 2009, signés lors de la visite du Premier ministre russe à Pékin. Ils doivent notamment intensifier l'exploitation des régions russes transfrontalières qui sont riches en minerais, mais pauvres en densité de population. Alors on le sait, des travailleurs chinois viennent s'installer dans les régions proches de la frontière chinoise. Eh bien, vu de Pékin, ces relations permettent à la Chine de combler une part de ses besoins énergétiques, et vu de Moscou, un tel accord permet le développement économique dans des régions où le pouvoir central est quasiment absent. Il y a aussi un rapprochement sur des dossiers sensibles, comme le nucléaire iranien, la Birmanie, le Darfour, ou bien encore le terrorisme islamiste en pays ouïghours ou bien en Tchétchénie. En résumé, voilà donc deux grandes puissances, chacune dotée d'arsenaux nucléaires, disposant d'un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies et se retrouvant avec des convergences de vues dans des positions qui finalement sont opposées à celles de Washington. Ce partenariat sino-russe repose sur des intérêts bien compris et non pas sur des valeurs partagées. Maintenant, le nord de la Russie, où là, la situation est nouvelle. Voici une carte de la zone arctique, vue en projection polaire, et avec le réchauffement du climat que l'on constate, plus la révision de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, la Russie exprime de nouvelles revendications territoriales. Voici la carte montrant la zone économique exclusive de la Russie en Arctique. Et puis maintenant, la zone supplémentaire revendiquée par Moscou. Parce que ces régions sous-marines sont vues par Moscou comme le prolongement du plateau continental russe, ce qui justifierait la souveraineté sur plus de 1 million de kilomètres carrés dans l'Arctique. La revendication, elle a été exprimée de façon spectaculaire en août 2007, comme on peut le voir sur ce document, qui nous montre un petit sous-marin russe télécommandé qui vient planter un drapeau en titane par 4000 mètres de fond dans l'océan glacial arctique. D'ailleurs, la Russie n'est pas la seule à exprimer des revendications de souveraineté. Elle est confrontée au Canada et au Danemark dans un contentieux territorial que l'ONU va devoir trancher d'ici fin 2010. Si tous les États concernés sont en mesure de fournir les preuves de la légitimité de leurs requêtes. Parce que les ressources énergétiques en jeu représentent près de 20%
des ressources mondiales inexploitées pour le pétrole et le gaz naturel. Alors cette revendication est contestée par les États-Unis qui considèrent qu'il s'agit là d'une dorsale océanique qui n'est pas, selon le droit de la mer, susceptible d'appropriation. Voilà, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, le monde vu par la Russie devrait se configurer comme un système multipolaire où Moscou exercerait à nouveau un rôle de puissance. Sauf que la Russie n'est capable ni du point de vue économique, ni du point de vue technologique de faire face aux dépenses nécessaires pour la modernisation de son économie ou de son arsenal militaire. Ce pays ne pourra pas longuement maintenir la concurrence économique avec la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, avec une économie fondée uniquement sur la rente gazière et pétrolière. Et quant à la politique étrangère de la Russie, il y a un net décalage entre la grande opportunité tactique dont fait preuve Moscou et son incapacité à créer des situations politiques nouvelles. Alors vous pouvez lire La géopolitique du Caucase aux éditions Technip de Samuel Lussac. Vous pouvez lire L'Atlas de Moscou de Pascal Marchand aux éditions Autrement. Et puis la documentation française publie un numéro sur l'Europe et les Europes, avec bien sûr une articulation avec cet ensemble russe.